Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, merci d'être là, merci de nous retrouver comme chaque matinée dans votre espace Bonjour d'Algérie. Nous sommes donc le mercredi 26 juin, nous aurons le plaisir d'être ensemble jusqu'à 9h30 avec bien sûr les rubriques habituelles du mercredi, à savoir la rubrique environnement avec Hamid Belkacem. Dans un tout petit moment, il sera là avec son invité pour nous parler bien entendu d'environnement et surtout, il recevra une invitée qui nous parlera du littoral et surtout comment protéger notre littoral et bien entendu comment aussi faire face à la justice avec bien entendu des condamnations concernant ces pollueurs. En tout cas, nous aurons également d'autres invités pour parler aussi d'une campagne menée par le ministère de la Santé contre les piqûres de scorpions. C'est bien sûr l'été, il faut faire attention. Donc nous en parlerons avec un professeur en biochimie et génétique qui sera sur notre plateau pour nous en parler en détail. Nous aurons également à revenir sur une très belle soirée hommage à Mariam Fakkay, Allah yarhamha, une grande dame de la chanson Hawzi et surtout elle qui avait donc créé aussi le Msamhed. Donc nous aurons le plaisir de recevoir Najib Kateb qui est le secrétaire général de la Fondation Abdelkrim Dali. Il viendra nous parler de cette soirée qui aura lieu ce jeudi à l'Opéra d'Alger en l'honneur donc de Mariam Fakkay. Il nous en dira plus tout à l'heure. Et puis aussi un gros plan sur le rallye international des Colombes. C'est la 16e édition. Nous en parlerons avec l'organisateur et des participantes qui viendront sur notre plateau nous en parler en détail. Nous aurons aussi à faire un gros plan hommage aussi à un monsieur qui vient d'avoir été distingué. Il était donc professeur d'espagnol. Il a consacré toute sa vie à l'enseignement. Eh bien, il a été en tout cas honoré par le roi d'Espagne et c'est pas rien puisque c'est une distinction très honorifique. Il nous en parlera tout à l'heure sur notre plateau. On a voulu donc lui rendre hommage à notre façon également. Eh bien, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. Et puis, on vous laisse en compagnie également d'Emel Laribi tout de suite pour la météo. Suivez l'air du temps avec Mobilis. La voici, la voilà. Bonjour Amel. Bonjour Amel. Qu'est-ce que c'est rare de vous retrouver. Oui, c'est très bien. Ah bah, on va se revoir même demain. Voilà, on va se revoir du coup. Même demain. Du coup, comment ça va? Ça va très bien. Alors tout le monde vous pose la question, un peu chaud, est-ce qu'il va faire beau? Oui, beaucoup d'humidité. Très humide. D'ailleurs, on étouffe. Malheureusement. Tout le monde ça sera le cas pour aujourd'hui. Amel, comment ça se fait? Oui. Et pourtant, c'est pas Amel qui fait la météo, c'est pas elle qui fait la pluie et le beau temps. Moi, j'annonce, c'est tout. Allez, on va vous écouter. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura de la brume sur pratiquement l'ensemble des régions côtières avec un temps plutôt humide sur toutes les régions côtières, parfois avoisinant les 70%, sous un ciel dégagé à peu nuageux sur pratiquement l'ensemble des régions ouest, centre et est du pays. La moitié sud partiellement voilée vers l'extrême sud, le Sahara central, le Hégard et le Tassi, avec des foyers orageux durant la journée et le temps sera plutôt chaud sur les hauts plateaux et les régions intérieures de l'Est, également le Sahara central, le Sahara oriental vers l'extrême sud et le ciel se montrera plutôt généralement bien ensoleillé sur le sud-ouest, la Sahara, le Nord Sahara, les oasis, également le Sahara oriental. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt élevées, mais plus vers l'intérieur est, avec toutefois un maximum de 44 degrés du côté de Msila, 41 Tizi Ouzou, également Sétif, 39 à Galma, 32 à Naba, 29 à Alger, 28 à Oran, 36 degrés à Mascara, 30 à Tlemcen, 37 à Djelfa, 38 degrés à Al-Bayad et Batna, 46 degrés Biskra, Hassim Soud, Ouagla, Adrar, Insalah, 42 vers Béchar, 44 Gardaya, 41 degrés à Tindouf, 43 degrés du côté d'Ilizi, 38 Taman Rasset, Janet et enfin 45 degrés à Borj, Bidjou Mokhtar et In Gazam. On va faire un petit tour du côté du Moyen-Orient. Le ciel se montrera partiellement nuageux, plus exactement au Koweït, Khartoum. Ailleurs, le soleil se donnera à cœur joie avec des températures assez élevées. Le maximum 48 degrés à Bagdad, 42 Damas, 47 au Koweït, 46 degrés à Riyad, 42 degrés vers Khartoum, 41 au Caire, également à Abu Dhabi, 37 à Masqat, 37 également à Amman et enfin 31 degrés à Sanaa. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. Suivez l'air du temps avec Mobilis.
Voilà, vous savez tout à présent sur les nouvelles du ciel. Donc faites attention quand même, hydratez-vous et surtout les personnes âgées et les plus jeunes, bien entendu, surveillez toujours l'hydratation, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, et ceux qui ont de la chance d'être en vacances et de profiter de leurs vacances et du soleil et d'aller à la plage, qui sont à proximité des zones, bien sûr, où il y a la mer, profitez-en. C'est la bonne saison, c'est ça. Exactement. Et pour les malchanceux, eh ben, ils travaillent. Bonne journée. Bonne journée À également. tout à l'heure, midi. À tout à l'heure, midi 19h. Voilà, 19h. Bonne journée à vous. Merci, Emel. Bonne journée. À très bientôt. On va se retrouver juste après ça avec notre première invitée. Nous allons parler de santé, surtout de piqûres de scorpions. Voilà. Alors sur le plateau du premier plateau, nous allons parler de santé avec notre invité, monsieur professeur Lakhdar Griane. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Alors vous êtes professeur en biochimie génétique au centre Pierre et Marie Curie. Vous allez nous parler de cette campagne qui a été lancée par le ministère de la Santé comme chaque année, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Le ministère de la Santé, oui, lance une campagne de sensibilisation, d'information concernant ce problème fondamental qui est l'envenimement scorpionique, qui est un problème de santé publique. Exactement. Qui, comme vous le savez probablement, concerne essentiellement les populations des hauts plateaux et du sud algérien, mais pas que, mais essentiellement ces populations-là qui sont exposées. Et ça représente en moyenne quelque chose comme 50 000 personnes qui sont piquées chaque année. 50 000 personnes en moyenne. C'est ça. Et il est vrai que si on regarde les chiffres sur les 20-30 dernières années, on s'aperçoit que ces chiffres ont augmenté. Dans les années 80, les chiffres de piquets étaient aux alentours de 25 000 par an. Maintenant, on est à 45 000 jusqu'à 50 000. Donc voilà, les chiffres ont doublé. Pourquoi les chiffres ont doublé? Pour plusieurs raisons. La population a doublé aussi. La population a doublé, comme vous le dites parfaitement. Mais aussi, le système d'information s'est beaucoup amélioré au niveau du ministère de la Santé. C'est-à-dire que maintenant, les gens qui sont piqués, le plus souvent s'adressent au niveau de structures sanitaires et donc sont enregistrés. Donc, on sait ce qui se passe réellement sur le terrain, ce qui n'était pas le cas avant. Et troisième élément, c'est que maintenant, les habitants sont plus proches du scorpion. Et on pourra peut-être développer cet aspect-là. Oui. Le scorpion vivait à l'extérieur. Les gens se faisaient piquer dans les champs, en travaillant, en restant sur le sable le soir pour prendre le thé. Maintenant, le scorpion est à l'intérieur des maisons. Il est à l'intérieur. Donc, la proximité avec le scorpion s'est accentuée, ce qui fait que le risque d'accident a également augmenté. C'est un prédateur, lui aussi, le scorpion. Oui, c'est un prédateur dans le sens où il est prédateur pour se nourrir.
Oui. Il se nourrit pas de l'homme, Non. donc il n'est pas prédateur de l'homme, il est prédateur d'autres Insectes, espèces oui. que sont essentiellement les insectes. Tout à fait. Donc les rapports entre le scorpion et l'homme est un accident. Oui. Donc ce qu'il faut, c'est éviter ces accidents. Maintenant, toute la stratégie qui est à développer, c'est comment éviter ces accidents. C'est ça. Qu'est-ce Lui qu'il faut aussi faire peut pour être, réduire donc, le nombre de piquets et ce dont on n'a pas encore parlé, c'est le nombre de décès. Parce que s'il y a 50 000 piquets, il y a en moyenne 50 décès par an. Voilà, malheureusement. Et ces chiffres, malheureusement qui sont toujours élevés, étaient encore beaucoup plus élevés par le passé, avant que ce problème ne soit réellement pris en charge. C'est ça. Dans les années 80, il y avait 25 000 piquets avec 200 morts. Aujourd'hui, il y a 50 000 piquets avec 50 morts. Le nombre de piquets a augmenté, le nombre de décès a diminué. Tout à Ce fait. qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la prise en charge médicale s'est améliorée. Mais la prévention ne s'est pas améliorée. La C'est-à-dire prévention, les ça campagnes de concerne sensibilisation n'ont pas été peut-être suffisantes pour n'ont pas informer été, la, je dirais la pas population suffisantes, je dirais n'ont pas été peut-être efficaces. efficace. Voilà. Plutôt. Voilà, c'est plutôt ça. Parce que les campagnes sont répétées chaque année. Bien entendu, il faut peut-être aussi innover, trouver d'autres canaux, d'autres moyens, d'autres formules, d'autres slogans pour faire parvenir le message C'est vrai qu'on correctement. informe dans les grandes villes, on n'en parle pas beaucoup. Bon, c'est vrai que le scorpion n'est pas présent en général dans les grandes villes. Les plus vulnérables, ce sont donc les régions donc, du sud du pays. Les hauts plateaux, ne Les pas hauts les plateaux, oublier aussi. tout à fait, parce que là où il y a des champs, il y a des pierres, les scorpions peuvent s'y cacher. Il y a aussi, donc, on pourrait parler de prédation aussi au niveau donc, des scorpions. Ils ont des prédateurs comme les oiseaux. Ah, parfait. Ça, c'est une excellente, j'allais dire, vous me tendez la perche. Parce qu'effectivement, il y a des prédateurs naturels pour lutter contre le scorpion. Tout à fait, parce qu'il y a une Et c'est chaîne. tout simple. Vous avez les poules. Oui, Donc, les gens qui ont un petit jardin, etc., s'ils veulent se débarrasser des scorpions dans leur jardin, ils n'ont qu'à élever des poules. C'est ça. Les chats, oui. les hérissons. Et il y a le fennec aussi, mais le fennec, c'est une espèce protégée, donc on ne va pas l'utiliser comme prédateur naturel D'accord. biologique. Donc D'accord. on va utiliser ce qui existe et qu'on peut trouver chez tout le monde. Les chats, Oui. les poules, le Les hérisson chats peut-être sautent moins sur tout fréquemment. ce qui bouge, de toute façon. Hein. Tout à fait. Donc, mais les poules, Voilà. c'est très efficace. Oui. Donc, vous voyez, il y a des armes biologiques, Tout à naturelles, fait. qui Ben, peuvent nous protéger. Les zoologistes travaillent sur la dynamique des populations. Toutes les espèces passent, bien sûr, sur les mailles, à travers les mailles des filets donc des zoologistes. Donc, ils savent exactement quand la population est en hausse et quand la population est Tout en à fait, baisse. bien. Et donc, quand il y a une hausse, il faut justement faire intervenir la prédation, par exemple. Tout à fait, mais vous savez également qu'il y a de l'autorégulation pour le nombre des membres d'une espèce. Oui. Si ça. vous regardez par exemple les scorpions, une femelle de scorpion donne naissance à 100 petits. Oui. 100 petits. Ça ne veut pas dire que les 100 petits vont tous vivre, Oui. mais une grande majorité va vivre. Mais si on regarde ce chiffre, on a l'impression que ça va être exponentiel et que le nombre de scorpions ne finira pas d'augmenter. Tout à fait. Or, il est stable. Oui. Il est D'ailleurs, stable parce qu'il y a une autorégulation. On a des images, on va voir Ah. quelques images où vraiment le scorpion est très petit, hein, quelquefois. Donc c'est pour ça que on a du mal à peut-être voir cet Alors, si vous individu. regardez les espèces de scorpions qui existent à travers le monde, il y en a un peu plus de 3000. Un peu plus de 3000. Si vous regardez les espèces dangereuses pour l'homme, il y en a, pour faire simple, une cinquantaine. En Algérie, nous avons 5 à 6 espèces de scorpions qui sont mortels pour l'homme. 5 à 6 espèces. Dont l'une qui est Androctonus, qui est l'espèce la plus dangereuse avec les Russes. Et C'est qui, la- exi- et c'est qui la existe en Algérie. Et c'est la jaune. Et attention, beaucoup de gens croient que c'est le scorpion noir qui est le plus dangereux. Non, c'est le scorpion brun, c'est le scorpion un peu jaunâtre qui est le plus dangereux, c'est Androctonus. D'ailleurs, son nom dit le tueur d'hommes, Androctonus australis. C'est le tueur d'hommes. Oui, D'accord. parce qu'en plus c'est une espèce qui Et est donc, jaune, donc il et peut donc, se si vous- cacher facilement. Il y a un Et si effet vous regardez, mimétisme. absolument, c'est adapté au terrain. Et si vous regardez les différentes espèces de scorpions qui sont dangereuses, il y en a qui sont constitués par des membres qui sont petits de taille et d'autres qui sont un peu plus grands. C'est ça. Mais le fait que ce soit petit ne veut pas dire que c'est moins dangereux. Parce que ce qui est dangereux, ce C'est n'est le pas venin. la taille, c'est le venin. Et le venin, il y a une glande à venin et il suffit de moins d'1 milligramme pour tuer un individu. En fait, c'est une forme aussi de défense hein, de l'individu qui va vouloir se défendre. Il pique pour se défendre, en fait. Absolument. Et donc, Absolument. l'urgence en cas de piqûre, on va le dire tout de suite. Ah, l'urgence en cas de piqûre,
c'est s'adresser d'abord, ne pas paniquer dans le sens où il faut pas aller, il faut se présenter à une unité de soins, Très bien. la plus proche. Il ne faut pas y aller en courant. Il faut être transporté. Il ne faut pas du tout courir. Attention. On peut éventuellement mettre un garrot là où On a été piqué. la personne a été piquée. Alors, pas de succion au niveau du point de piqûre. Pas de scarification au niveau du point de piqûre. Ça accentue la diffusion du venin. Et c'est plus mauvais. Le résultat est plus mauvais que ce qui est attendu. D'accord? Donc, s'adresser très rapidement au niveau d'un centre de soins. Éviter de perdre du temps en allant voir les gens qui font de la médecine traditionnelle. Les gens, et d'ailleurs, beaucoup de décès sont liés au fait que les gens vont d'abord voir les tradis médecins, on va dire les choses comme ça. La médecine parallèle. La médecine traditionnelle. Et une fois que la médecine traditionnelle a montré qu'elle était incapable de vaincre le mal en question, eh bien, le piqué, finalement, arrive au niveau d'un centre de santé, mais il arrive généralement tardivement. Et pratiquement toutes les causes de décès sont liées à un retard de prise en charge médicale. Le malade ou le piqué, parce que ce n'est pas un malade, c'est un piqué, c'est un envenimé, il arrive tardivement au niveau de l'hôpital pour deux raisons. Soit il perd du temps alors qu'il y a un centre de santé qui est proche, soit il habite loin par rapport à un centre de soins. Et ça, ça c'est difficile, voilà, ça c'est difficile pour y remédier. Mais pour les gens qui habitent pas très loin, parce qu'il suffit de venir au plus tard 1 heure après être piqué, et le risque ou la chance plutôt d'être sauvé est très grande, même si l'envenimement va être très, très important. Oui. Donc on peut sauver les gens même s'ils sont fortement intoxiqués. C'est ça. Quelquefois, les personnes ne savent pas qu'est-ce qui les a piqués. Et c'est ça qui est dangereux. C'est vrai. Alors, en cas de doute, il faut se présenter au niveau d'un centre de soins. N'hésitez pas. Oui. Il vaut mieux pécher par excès que par défaut. Exactement. Alors, comment savoir que ça peut être grave? La personne, il y a un signe qui ne trompe pas, c'est que lorsque le scorpion vous pique, vous avez une douleur importante au niveau du point de piqûre. S'il n'y a pas de douleur, c'est que vous n'avez pas été piqué, ou même si vous avez été piqué, le scorpion n'a pas injecté son venin. Très bien. La douleur signifie qu'il y a du venin qui a pénétré dans l'organisme. Voilà. Chose encore plus délicate, c'est quand c'est des nourrissons, des bébés qui sont piqués, et là, ça existe, hein, bien sûr. Et d'ailleurs, vous faites bien d'attirer, j'allais dire, mon attention là-dessus. C'est que si on regarde le nombre de décès, j'ai dit il y a 50 décès, c'est toujours 50 décès de trop. Parmi ces 50 décès, 70% sont des enfants. Oh là là. Voilà. Ils ne sont pas conscients, ils ne savent pas, savent pas faire passer le message. Donc il faut être très vigilant. Dès qu'un enfant se met à pleurer, pour une raison qui n'est pas identifiée, il faut penser à la piqûre de scorpion et il faut emmener l'enfant à l'hôpital. Voilà. De toute façon, la piqûre est apparente quand même. Hein. Et souvent, en cherchant bien, on trouve le scorpion sur place. On le trouve. Maintenant, juste une parenthèse, je ne sais pas quel temps il nous reste, juste une parenthèse, c'est que j'ai dit tout à l'heure que plus de 50% des piqués se font piquer chez eux dans les maisons. Ils sont chez eux, ils rentrent le soir, ils se déshabillent, se mettent en tenue de, j'allais dire, de maison, de confort. Et puis, il y a des linges mouillés qui sont dans la maison parce que souvent le soir, on mouille un peu le sol pour qu'il y ait un peu plus de fraîcheur. Or, le scorpion, il adore la fraîcheur, il adore l'humidité, contrairement à ce que l'on croit. Donc, ne laissez jamais des chiffons mouillés par terre. Jamais, jamais. Ne faites jamais dormir les enfants par terre. Jamais, jamais, jamais. D'accord. Dernière petite chose, éventuellement, c'est que le scorpion, il a la particularité d'émettre une lumière lorsque on l'éclaire avec une lampe UV, une lampe ultraviolette. Donc, il est conseillé que dans chaque foyer, il existe une lampe UV qui ne coûte pas excessivement cher et qui permet,
en éteignant les lumières de la maison, en allumant la torche UV, de passer un tour dans la maison. Et dès que la lumière est sur un scorpion, il y a une fluorescence. On voit le scorpion dans le noir. Très bien. Et on va le pêcher, j'allais dire, avec des pinces. Il faut avoir des pinces de 20 cm de longueur en moyenne. Et on va attraper le scorpion par la queue. Parce que c'est au niveau de la queue que se trouve la glande à venin et que se trouve le dard par lequel il va piquer. Donc il ne faut pas l'attraper par les pattes, il faut l'attraper par la queue, celle qui est surélevée. Ou par l'abdomen. Mais le plus simple pour ne jamais être piqué, attrapez-le par la queue. Il ne vous piquera jamais. Parce que la queue qui pique, elle est entre vos mains. Ou elle est entre les pinces. Très bien. Donc cette campagne va débuter. Elle a déjà débuté. Elle a déjà débuté. Et ce qu'il faut aussi donc dire, c'est que la lutte contre l'envenimement scorpionique est une lutte qui doit être multi- et intersectorielle. Il n'y a pas que le secteur de la santé. Le secteur de la santé, il arrive en bout de chaîne. C'est le dernier maillon de la chaîne. C'est-à-dire, lorsque toutes les catastrophes sont arrivées, eh bien, c'est récupéré par le ministère de la Santé. Ce qu'il faut, c'est éviter que les gens soient piqués. C'est faire de la prévention. Et la prévention, c'est l'affaire de tous. Non seulement des institutions, non seulement des institutions, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Intérieur, les collectivités locales, ministère de l'Éducation, ministère des Habous, ministère de quoi encore? L'éducation, ne pas oublier ça. Oui, il faut les enfants, puisque les enfants sont, j'allais dire, la première cible de ce drame. Eh bien, il faut les informer. Et les enfants, on pense et on souhaite que ce soit les enfants qui vont éduquer les parents. Tout à fait. Par rapport à ce phénomène-là. Très bien. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Et puis, bon courage pour cette campagne. Je sais que vous serez un peu sur tout le terrain aussi, parce que sur toutes les régions du Sud. Les chaleurs sont déjà là. Et vous voyez avec ces pics de chaleur, en particulier au niveau du sud. Les brigades mobiles aussi. Du sud-est en particulier, on a des températures caniculaires. Très élevées. Donc, et encore une fois, le scorpion, il adore la fraîcheur et l'humidité. Donc ne pensez pas que quand il va faire chaud, le scorpion va se cacher. C'est là où il va sortir. Et il sort le soir quand les températures baissent un peu parce qu'il recherche l'humidité. Sinon, il est caché, il est dans des terriers souvent. Donc faites attention, les gens qui sortent le soir pour prendre du café, protégez-vous. Alors, petite chose peut-être aussi, évitez de laisser des gravats devant les maisons parce que ça attire le scorpion. Pourquoi? Parce qu'il y a des gravats, il y a des insectes. Et les insectes, c'est un appel d'air pour les scorpions pour venir être consommés par les scorpions. D'accord? Donc évitez qu'il y ait des gravats autour des maisons. Très bien. Ceinturez les maisons par de la faïence. Tout le bas des maisons doit être, j'allais dire, faïencé. Vous mettez une faïence de 15-20 cm, le scorpion ne grimpe pas, ne rentre pas. Le scorpion, il ne rentre pas tout seul dans les maisons. On le fait rentrer, on l'aide à rentrer. C'est ça. En le transportant dans des cagettes. Dans beaucoup de choses. Il faut bien connaître les individus et bien comprendre leur pour lutter contre son ennemi, il faut bien le connaître. Tout à fait. Merci beaucoup. Je rappelle, professeur Lakhdar Grienne, vous êtes donc professeur en biochimie et génie génétique au Centre Pierre et Marie Curie. Bon courage et à très bientôt. Merci. On va rester dans le domaine de l'environnement cette fois-ci. Eh bien, on va s'intéresser plus précisément aussi à nos fonds marins et plus précisément également aux récifs. Eh bien, tout de suite, restez avec nous. On va voir un reportage signé Marie Moussahid qui nous fait découvrir donc les éboueurs de la mer. Le port de Temenfoust, grouille d'allées est venu. Et pour cause, les éboueurs de la mer sont là pour la 25e année consécutive. Nettoyage et sensibilisation pour la sauvegarde des plages et des fonds marins. En 2004, par contre, on a été rejoint par la chaîne 3 de la radio algérienne qui a démultiplié les opérations à travers le littoral, toutes les wilayas côtières. Et depuis 2008, l'opération se fait sur les 14 wilayas côtières. Cette année, c'est un petit peu particulier parce que les plages sont plutôt, à ce moment de l'année, sont déjà ouvertes à la baignade. Il fait beau, donc les gens sont sur les plages. Les plages sont propres. Par contre, la spécificité de l'association Récif, qui est recherche, information et formation subaquatique, forme des plongeurs, on les sensibilise, c'est récupérer le maximum de macro-déchets en mer, notamment le plastique. La radio algérienne organise et suit cet événement de très près, conscient de l'ampleur de l'enjeu écologique, impliquer et faire prendre conscience aux auditeurs à travers les ondes et leur cheval de bataille.
On va bronzer, on va nager, on va s'amuser, mais en fin de journée, s'il vous plaît, prenez 2 minutes. Un petit sachet, on ramasse tout ce qu'on a. On a bu de l'eau, on a mangé des sandwichs, pour certains, ils ont fumé, donc ils ont jeté des mégots sur le sable. Et ben, on prend tout ça, ça prend 2 minutes, on prend avec nous à la maison, et puis on jette là où on a l'habitude de jeter nos déchets. Et je vous assure que l'action individuelle a beaucoup plus d'impact que les grosses actions. Des ateliers, des balades en mer, des moments de détente, une occasion pour faire prendre conscience aux estivants de l'importance de garder propres nos plages et nos fonds marins pour le bien-être de tous. Voilà, c'était donc la semaine dernière, samedi dernier. Hamid Belkacem était venu nous en parler en grand et en large, et surtout pour nous parler donc de l'engagement de tous concernant les éboueurs de la mer et surtout concernant notre environnement marin. Eh bien, il est là parmi nous comme chaque mercredi matin. Bonjour Hamid. Bonjour Ahmed, bonjour à tous. Comment ça va? Oui, ça reprend. Ça a été un petit peu fatigant, oui. Mais c'était très bien. Vous êtes un homme heureux quand même, hein? Oui, mais vraiment très heureux, parce que la majorité de la composante humaine qui a participé à la 25e édition des éboueurs de la mer, c'était des enfants. Et les enfants, c'est les graines de l'avenir, c'est le meilleur investissement que l'on puisse faire. Exactement. C'est dans les générations futures, donc c'est pur bonheur. Voilà. Belle opération, médiatisée également avec la chaîne 3. La chaîne 3, la télé, Canal Algérie. Oui, on était là, tout à fait. C'est bien, et les gens ont bien travaillé. Ça a été une totale réussite parce que, en fait, c'est une opération symbiotique. Elle est écolo-médiatique. Et plus il y a les médias pour relayer cette formidable aventure née en 93, plus les volontaires seront plus nombreux. Il y a des gens sur le site de Taman Foust, mais je pense sur d'autres sites aussi, qui, en écoutant la radio, ont rejoint les bataillons de volontaires. Donc, c'est du pur bonheur. Voilà. Exactement. Donc, on a aussi une belle association qui travaille du côté de Bdjaïa. C'est l'association Nemla, vous connaissez. Oui, ils sont formidables. Ils étaient venus aussi sur ce plateau pour nous parler aussi de fourmis. Exactement, voilà. Tout à fait. Eh bien, aujourd'hui, vous êtes venu nous parler d'un autre sujet, mais qui est en rapport avec la mer également. Toujours. Vous savez que l'Algérie a ratifié et signé la Convention de Barcelone qui stipule qu'à l'horizon 2020, si je ne me trompe, aucune molécule, j'allais dire, d'eau usée ne doit être déversée en mer. Il faudrait en amont préserver le littoral, mais dans un pays aussi jeune que l'Algérie, où 90% de la population vit sur le littoral, où la plupart, les 3/4 des unités industrielles sont fixées, implantées sur le littoral, il va falloir répondre à une formidable équation. Comment offrir de la richesse à travers des unités industrielles, comment offrir de l'emploi, tout en préservant l'environnement. Parce que qui dit industrie dit pollution, qui dit activité industrielle dit rejet industriel. Les rejets industriels, ça sent pas bon, ok, mais il y a pire. Le pire, c'est quoi? C'est la forte teneur en produits chimiques des effluents industriels qui empruntent le collecteur. Il se trouve que malheureusement, nous avons une législation très rigide, mais qui n'est pas respectée en matière d'environnement. Et justement, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux personnes de l'ONA. Tout à fait. Alors, avec nous, Marim Ouyahia, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci de nous recevoir pour l'émission Bonjour d'Algérie. Vous êtes donc chef de cellule centrale communication au niveau de l'ONA, c'est cela, l'Office national de l'assainissement. Vous êtes accompagné de Monsieur Salah Lahlou, bonjour. Lahlah. Oui, bonjour bienvenue. madame, heureux d'être parmi vous. Vous êtes donc chef département central de gestion et de réseau d'assainissement au niveau de l'ONA. Exactement. Vous êtes là pour nous parler de la législation aussi, de ce que vous faites sur le terrain. On a eu déjà à travailler avec vous à maintes reprises et voir toutes vos actions sur le terrain. Déjà, je voudrais remercier Bonjour d'Algérie de s'intéresser à l'environnement de façon générale, d'accorder du temps à cette problématique très importante et notamment à l'environnement hydrique. Tout à fait, c'est important. Et c'est tout aussi important que nous sommes en plein, j'allais dire à la veille, non, c'est dépassé. Nous sommes en plein saison estivale. Et justement, comment concilier les deux aspects offrir de l'emploi à travers un tissu industriel et mettre en place un réseau efficient d'assainissement pour acheminer les eaux usées industrielles vers les stations d'épuration de Salah. Oui, monsieur Belkacem, comme vous le dites, comme vous l'avez bien souligné, le littoral c'est quoi? C'est un espace qui est situé donc entre la terre et la mer. C'est un écosystème qui est très sollicité. Donc par la population pour y résider et très sollicité aussi par les activités industrielles. Donc cet état de fait accentue
sa fragilité. Donc c'est un espace qui devient de plus en plus fragile. Donc il y a une loi, la loi 5 février 2002, qui est relative à la protection et à la valorisation du littoral, dans toutes les modalités et les instruments pour préserver cet écosystème, combien précieux pour nous, sachant que nous disposons d'un littoral, d'un très beau littoral, d'un littoral qui est long de plus de 1600 km. Donc il faut mettre en œuvre toutes les mesures qui permettent de préserver ce littoral dans une perspective de développement durable. Donc il faut, et d'ailleurs même cette loi encourage et incite à transférer, à déplacer les sites industriels vers d'autres sites plus appropriés dans un souci de protection de l'environnement. Et comme vous l'avez bien souligné, M. Hamid, l'Algérie a ratifié donc, la Convention de Barcelone. Donc on est devant un engagement international d'atteindre 0% de rejets des eaux usées en mer. Et c'est la bataille que nous menons à l'ONU. Donc c'est le travail que nous menons à longueur d'année, parce que la protection du littoral, c'est un travail qui se fait à longueur d'année. Ce n'est pas uniquement pour la saison estivale. Malheureusement, nous, si on était, quand on se souvient qu'il y a un littoral, mais nous, au niveau de l'Office national de l'assainissement, nous avons des infrastructures de l'assainissement qui ont un rôle de protéger le littoral tout à longueur de l'année. Et nous accentuons notre travail pendant l'été. Pourquoi pendant l'été? Parce que cette bande côtière pendant l'été conduit un afflux important d'estivants. Oui, il en va de la santé donc des estivants, bien sûr. Absolument. Parfois, il y a certaines régions, il y a certaines, je dirais, certaines plages qui connaissent, par exemple, certaines agglomérations où le nombre de populations résidentes en été se double, voire se triple. Donc, cet état de fait, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer une augmentation du volume des eaux usées, et surtout c'est l'été, c'est une période qui est propice aux maladies à transmission hydrique, et donc ça va augmenter les risques de pollution. C'est ça. Il y a 2 ans de cela, il y avait eu donc une couleur qui avait apparu sur la mer du côté de l'est. C'était une couleur verte, je crois, et on voyait une délimitation carrément. C'était dû, je pense, aux activités industrielles rejetées par la zone industrielle de Louis-Bargaya, je pense. Oui, le lac de Ragaya a connu un certain nombre de problèmes de pollution qui sont donc dus aux activités industrielles situées dans la région. Je dois d'abord souligner que les menaces que connaît le littoral et ses zones humides peuvent être d'origine urbaine et industrielle. Nous, à l'Office national de l'assainissement, donc on s'attaque à toute pollution urbaine, donc la pollution qui vient des populations et des petites unités industrielles et des administrations publiques. La pollution industrielle, c'est du ressort du ministère de l'Environnement. Et au sujet de cette pollution, donc la sonnette d'alarme a été tirée pour le lac de Ragaya. Il y a un travail de fond qui est en train de se faire, pas uniquement au niveau du lac de Ragaya, mais au niveau de toutes les wilayas du pays, pour sensibiliser les industriels, beaucoup plus pour inciter les industriels à mettre en œuvre toutes les dispositions pour implanter leurs stations d'opération afin de rabattre leur pollution, afin que leurs effluents peuvent être rejetés dans le réseau d'assainissement sans nuisance. Alors sur les 14 wilayas côtières, l'ONA, l'Office national de l'assainissement, gère 11 wilayas. Au niveau de, c'est-à-dire sur les 14 wilayas côtières, nous sommes présents au niveau de 11 wilayas. D'accord. Le reste, c'est des gestions déléguées. Sur 11 wilayas. Les 3 autres wilayas sont gérés par nos partenaires. Donc, Alger Itipaza qui est géré par la CEAL et la wilaya d'Oran qui est gérée par la société CEOR. C'est dans le cadre du partenariat. Mais sur les 11 autres wilayas, c'est l'ONA. Et comment l'ONA fait pour justement faire face? Quand vous installez une station d'épuration, l'unité de fonctionnement, c'est l'équivalent habitant. Or, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, la population d'une ville côtière peut doubler, voire tripler en été. Comment, en amont, vous vous organisez? Oui, c'est-à-dire en été, nous avons un dispositif spécial d'intervention et d'alerte. C'est un dispositif qu'on appelle dispositif saison estivale. C'est un dispositif qui consiste à accentuer le travail pendant l'été sur toutes les zones côtières afin de maintenir le fonctionnement du système d'assainissement. Sur les wilayas dans lesquels nous sommes présents, nous avons des systèmes d'assainissement constitués de réseaux d'assainissement, donc qui permettent de collecter et d'acheminer les eaux usées vers les stations d'opération afin qu'ils soient épurés et rejetés dans la mer sans pollution. Causer de dégâts. Oui, donc je laisse quelques chiffres parler. Par exemple, au niveau des 11 wilayas, nous gérons 43 stations d'opération.
43 stations d'épuration. Sur les 151 stations que nous gérons à l'échelle nationale, 43 sont implantées sur le littoral, soit plus de 3 millions équivalents habitants. Donc nous traitons un débit de plus de 230 000 mètres cubes jour au niveau de 342 communes côtières. Et qu'est-ce qu'on fait encore? On essaye un petit peu donc, de maintenir le fonctionnement de nos systèmes d'assainissement afin d'éviter des déversements des eaux usées, notamment au niveau des plages autorisées à la baignade. Et avant donc l'été, avant la venue de l'été, nous avons une campagne de curage préventif des réseaux d'assainissement qui commence vers le début du mois de mars. On n'attend pas l'été, mais on intervient bien avant pour donc curer nos réseaux de collecte afin que lorsque l'été arrive, les eaux usées sont acheminées correctement. Ça va diminuer aussi les moustiques et tout autre aussi insectes et animaux, hein, notamment les rats, etc. Absolument, absolument. Et donc, il y a ce travail donc, de curage préventif. Et nous faisons ici un travail de maintenance préventive de toutes nos installations, parce que nos installations, notamment les stations d'épuration et les stations de relevage, certains disposent d'équipements hydromécaniques et électromécaniques qui nécessitent d'être maintenus et vérifiés afin qu'ils puissent assumer leur rôle pendant l'été, qui sont beaucoup plus sollicités. Et nous accentuons le travail sur un certain nombre de points noirs. Nous avons un certain point noir par-ci. Un exemple de point noir qui vous fait passer des nuits blanches, monsieur Lehlah. Bon, les points noirs, par exemple. Les points noirs, essentiellement, qu'est-ce qu'on a comme point noir? Les points noirs, nous avons certaines régions où nous avons des réseaux d'assainissement vétustes. Donc, parfois, c'est des réseaux anciens qui nécessitent d'être donc rénovés et réhabilités. Là, on accentue notre surveillance parce que ces réseaux n'arrivent pas à supporter donc, le flux d'eau usée qui arrive. Et donc là, on essaye un petit peu d'accentuer notre travail en attente d'inscrire des opérations de rénovation. De rénovation, mais là, il faut faire appel au civisme. Donc, j'imagine qu'il y a des campagnes de sensibilisation pour permettre de bien gérer tout au long de l'année. Mariam, tu vas peut-être nous en parler. Donc, tout à fait. Tout au long de l'année, nous menons des campagnes de sensibilisation qui sont ponctuelles. Comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, en parlant de éboueurs de la mer, il y a un investissement qui est fait par rapport aux enfants, au niveau des enfants. Donc, déjà, notre première cible, ce sont les enfants. On a 2 campagnes dirigées directement vers les enfants. Au niveau des écoles, on fait des journées de sensibilisation où on leur apprend les bons gestes à adopter, comment expliquer qu'est-ce que c'est un réseau d'assainissement, expliquer ce que c'est une station d'épuration. On schématise en disant qu'une station d'épuration, c'est une petite machine à laver qui permet de nettoyer l'eau avant d'être rejetée dans la mer ou bien dans les oueds. Maintenant, il y a également, on a une autre campagne toujours en direction des enfants durant le mois d'avril, qui s'appelle « À la découverte du monde caché de l'assainissement », parce qu'il ne faut pas oublier, contrairement à d'autres infrastructures, le réseau d'assainissement est un monde caché. C'est un monde souterrain qu'on ne voit pas. On ouvre un robinet, l'eau s'écoule, on lave notre vaisselle, l'eau s'écoule, on oublie où elle part. On n'a pas cette notion de son lavage, entre guillemets. Il n'y a pas de service après-vente, j'allais dire, au niveau du domicile. On ne sait pas comment ça se passe. Voilà. Ouais. On évacue, puis c'est bon. Voilà, exactement. On s'en débarrasse. On se débarrasse. Et c'est pour ça que durant l'été, en plus, parce que ce système de permanence, il existe depuis des années. Mais maintenant, on communique là-dessus. Parce que pendant très longtemps, l'Algérie avait un problème de disponibilité d'eau. Donc, on communiquait surtout sur la disponibilité d'eau, les plages horaires de distribution d'eau et tout. Maintenant, alhamdoulilah, l'Algérie a dépassé ce cap. On communique maintenant sur les réseaux d'assainissement, sur l'implication du citoyen pour la préservation des zones de baignade. Et à ce titre, on met une campagne de sensibilisation sur les 11 wilayas que nous gérons, que ce soit au niveau des APC, au niveau de la plage, au niveau des maisons qui habitent aux abords, que ce soit avec les services de sécurité pour certaines wilayas, telles que la gendarmerie nationale, que ce soit avec les APC, les communes, qui sont nos relais. Notre slogan, c'est « Préservons », ça veut dire que nous tous, préservons nos zones de baignade. Chacun de nous a un rôle
pour permettre à cette mer méditerranéenne de continuer à vivre, continuer à briller, à avoir une richesse sous-marine très importante. Et contribuer justement à sa contribution à son environnement. L'environnement et l'économie. Hein. Tout à fait. Si nous partageons cette Méditerranée. Si le littoral est propre, il attire des gens, il attire des opérateurs économiques et donc il y a création d'emplois et de richesses. Tout à fait. Maintenant, s'il n'est pas propre, à la baignade, bonjour. On a eu à travailler avec votre office du côté de Ouargla. C'était aussi une belle opération. Oui, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de littoral là-bas, mais il y avait justement un lac. Il y avait aussi des zones qui pouvaient apporter des désagréments. Voilà, des lacs artificiels. Un lac artificiel, on peut dire, qui a été créé par le méga projet d'El-Oued de lutte contre la remontée des eaux usées. Des eaux usées, des eaux, parce qu'il y a un mélange des eaux et voilà. Maintenant, pour revenir à la campagne de sensibilisation que nous menons, l'objectif est de dire, d'encourager les gens sur l'importance de l'éradication des rejets sauvages et de veiller à respecter l'obligation d'être branchés au réseau public d'assainissement. Parce que c'est vrai que quand il y a des zones éparses, il y a un terrain de camping par exemple, ou une, deux, trois maisons sur la corniche digélienne, ça pose problème. Elles ne sont pas raccordées au réseau. Que faut-il faire alors? Il y a certaines communes, le problème ne se pose pas pour les grandes agglomérations. Hein. Le problème se pose beaucoup plus au niveau de certaines communes rurales qui ne disposent pas de réseau d'assainissement. Donc les citoyens utilisent des fosses individuelles pour des puits perdus. Des puits perdus, absolument, pour éliminer les eaux usées. Les eaux usées. Donc la réglementation, la loi relative à l'eau, exige à tout citoyen de se raccorder au réseau d'assainissement en zone agglomérée lorsqu'il y a un réseau d'assainissement à proximité. En zone rurale, le citoyen, s'il n'y a pas de réseau d'assainissement, il doit se véhiculer, c'est-à-dire les eaux usées, au moyen d'installations autonomes qui sont agréées et contrôlées par l'administration chargée des ressources d'eau. Donc ce n'est pas un puits qui est réalisé n'importe comment, qui est réalisé... Parce que, comme vous l'avez dit, l'île de Menace, c'est l'un des points noirs que nous connaissons. Au niveau de certains côtés, nous avons des rejets sauvages en mer. Oui. Donc c'est des rejets qui polluent. Et donc, quand ce n'est pas protégé et pas réglementé, en cas contraire, la justice doit intervenir, n'est-ce pas, avec vos services? C'est ça? La justice doit intervenir. C'est-à-dire que les gens sont aussi poursuivis. Voilà, il y a des poursuites judiciaires qui peuvent être enclenchées par la gendarmerie nationale dans ce cas, que ce soit des amendes ou bien jusqu'à l'emprisonnement. Maintenant, il y a un autre secteur qui est très important par rapport à cette question, par rapport au rejet sauvage. Il s'agit du ministère de l'Environnement qui également fait un travail dans ce sens pour... Notamment à travers le Commissariat national du littoral. En fait, l'environnement, c'est l'affaire de tous. C'est pas le secteur des ressources en eau ou de l'environnement. Les citoyens, les associations, la loi algérienne, la 1206 sur les associations, stipule que, comme celle d'avant, depuis 1990, l'association a le droit, a le devoir de se constituer partie civile dès lors qu'il y a atteinte à l'environnement. Donc, on ne va pas attendre que l'ONA ou la gendarmerie, le commissariat du littoral agissent, surtout si c'est un point noir caché dans une petite crique. Il faudrait que le citoyen, que les associations prennent leurs responsabilités et déposent plainte. Le dispositif réglementaire insiste sur l'implication de toutes les parties prenantes dans la préservation, dans la protection de l'environnement en général et la protection du littoral en particulier. Vous l'avez bien souligné, la protection de l'environnement et du littoral, c'est une affaire de tout le monde. Ce n'est pas uniquement, il y a les pouvoirs publics, il y a l'action citoyenne qui est aussi importante. C'est un maillon de la chaîne qui est important et qu'on ne peut pas négliger. Sans les citoyens, tous les efforts seront vains. Si on préserve le littoral, c'est parce que c'est situé sur le domaine public maritime. Et donc, c'est le public, c'est le citoyen qui doit protéger le domaine public maritime. Je pense à deux sources. Bien sûr. Et puis, en plus, la saison estivale dit forte chaleur, propagation aussi de maladies, d'infections. Les zones marécageuses, ça fait pulluler les moustiques. Vous le savez bien. Tout le monde peut aussi avoir des moustiques aux alentours. Et quand on est dans une zone urbaine, on se dit d'où vient cette eau? D'où vient ces eaux usées et ces petites guelletettes? Ça c'est un vrai problème. En fait,
nous sommes en Algérie, Méditerranée, j'allais dire Méditerranée oblige, il y a le phénomène, on en a parlé cette année, le moustique tigre qui est de retour, qui s'installe. Ben, le moustique tigre, vous laissez juste un pneu jeté dans la nature ou une vieille casserole, une vieille marmite, 2 litres d'eau, ça prend de l'eau et le moustique tigre est là. Donc on ne le dira jamais assez, c'est vraiment l'affaire de tous, que ce soit en termes d'alerte, ou en termes de comportement. Il faut avoir un comportement. C'est ça, il faut éradiquer le foyer, en fait. Et à la source, s'il n'y a pas d'eau stagnante, il n'y a pas de moustique tigre, on passe une bonne saison estivale. Voilà, tout à fait. Il y a aussi, si vous permettez, si j'ose parler d'agression, il y a une autre agression sur le littoral, c'est les déchets solides. Donc les pouvoirs publics réalisent des CET, des centres d'enfouissement technique. Donc parfois on rencontre sur les rivages des plages des tonnes de déchets solides qui sont rejetés par-ci et par-là. Donc quels que soient les efforts qu'on fait, on n'arrive pas à subjuguer ce phénomène. Malheureusement. Donc c'est pour ça que moi j'insiste sur l'action citoyenne qui est donc souhaitable et qui est importante. Et là, si vous permettez, je lance un message. Je salue au passage les agents de l'ONA, parce que l'Office national de l'assainissement, parce que nos agents travaillent dans des conditions parfois difficiles, c'est des espaces confinés, c'est des espaces. Donc je demande je les salue et je demande aux populations, je lance un message afin d'aider ces citoyens qui préservent, qui veillent pour la protection de leur environnement jour et nuit. Par rapport à cette question, par rapport à nos agents d'exploitation que nous, on considère comme nos forces de frappe, ils représentent 80% de notre effectif. Premiers sur le terrain. Premiers sur le terrain, c'est eux qui font le plus gros travail. Nous considérons que, comme je disais tout à l'heure, les forces de frappe de l'ONA, et surtout que maintenant la saison estivale, nous on en parle maintenant, mais le travail a été fait en amont durant le mois de Ramadan, donc dans des conditions avec le jeûne, dans des conditions, la chaleur, dans des conditions très... Parfois sous terre, souvent sous terre. Et ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Il y a des normes d'hygiène et de sécurité, surtout de sécurité, qui doivent être respectées. Mais je dois dire surtout en termes de jeûne, avec les odeurs et tout, et le manque de civisme dans certains cas qu'il faut signaler de certains citoyens, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas l'ampleur de l'impact si ces agents n'existaient pas, s'ils ne faisaient pas leur travail. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on loue à chaque fois le travail de nos agents. Nous avons même fait une campagne de sensibilisation, on peut dire, très différente pour attirer l'attention des gens. On a fait des caméras cachées. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui prennent leurs sachets poubelles, qui les jettent dans les regards, dans les réseaux d'assainissement. Pour se débarrasser, ça veut dire jusqu'où on peut aller. Donc, on s'en rend compte très vite, que quand on jette un sac poubelle dans le réseau est obstrué et ça remonte très vite chez soi. Donc, bonjour les débordements, c'est assez ouvert et on s'en rend très vite compte. Si on revient à Bonjour d'Algérie, je pense qu'on va revenir pour d'autres campagnes, notamment pour l'Aïd al-Adha. On ramènera des vidéos et des photos de ce qu'on peut retrouver dans certains cas dans nos réseaux d'assainissement. Alors, moi j'ai vu une peau de mouton dans un réseau. Franchement, les gens se disent d'une peau de mouton qui a obstrué totalement un réseau d'eau usée. Vous imaginez, c'est quand même anormal. Et ce sont les habitants, il y a des limitrophes qui vont subir directement. Ça veut dire c'est un retour vers l'envoyeur. Voilà. Et on parle de saison estivale parce que nous travaillons à longueur d'année, donc il ne faut pas oublier l'hiver. L'hiver, nous avons aussi nos lots de problèmes quotidiens, c'est les inondations. Et ces obstructions de réseaux d'assainissement par des gravats, des déchets solides, des détritus de toutes sortes, donc provoquent des débordements et provoquent des inondations avec tous les effets que ça engendre. Bien sûr. On va s'arrêter, sinon on va déborder sur le planning. Oui. Allez-y, vous avez encore le temps un petit peu. Alors, mis à part la saison estivale, on a assisté ces derniers temps les manifestations météorologiques extrêmes. Il y a un réseau à gérer tout au long de l'année pour préserver l'Algérie tout au long de l'année. Vous voulez rajouter quelque chose, Mariam? Oui. Pour continuer par rapport à la saison estivale, c'est vrai qu'on communique maintenant sur le nord, préservant nos zones de baignade. Mais il faut savoir que également dans le sud du pays, il y a un plan
d'intervention spécial qui est mis en place pour éradiquer tout ce qui est débordement des eaux usées très rapidement, avec des équipes qui assurent des permanences, qui sont là, qui sont présentes sur le terrain, et qui également gèrent tout ce qui est, on disait tout à l'heure, fosse septique, pour qu'il y ait une intervention très rapide. Il y a également le fait qu'il y a de plus de pluviométrie, plus d'inondations dans le sud durant cette période. C'est une pluie orageuse. On l'a vu dernièrement à Janet et Élysée. À Élysée et Janet, nos équipes sont intervenues très rapidement. On a eu même des félicitations, que ce soit des associations, on parlait du rôle des associations, des associations locales, ou bien que ce soit des autorités, qui démontrent tout le travail qui est fait par nos agents. Il y a également le fait qu'on a tout un système d'alerte qui est mis en place et d'intervention des wilayas limitrophes avec nos moyens, pour permettre à tous les, que ce soit moyens matériels et humains, d'intervenir très rapidement sur place avec les autres. Oui, parce qu'il faut agir rapidement, parce que les eaux usées peuvent se mélanger bien sûr aux eaux aussi des nappes, pourquoi pas, et causer des dégâts. Voilà. Je dois juste préciser que le dispositif de saison estivale n'est pas valable uniquement au niveau des 14 wilayas côtières. Parce que l'été, la saison estivale, ce n'est pas uniquement le nord, parce qu'il y a des régions de l'intérieur du pays qui possèdent des atouts. Des oueds, des versants mer. Il y a des oueds, il y a des lacs, des atouts touristiques considérables. Donc ce dispositif, il est venu à travers toutes les wilayas du pays, où nous œuvrons jour comme de nuit pour éviter qu'il y ait des dysfonctionnements des réseaux d'assainissement et qu'il y ait des cas de pollution. Tout à fait. En tout cas, bravo à vous. On félicite tous vos agents et tout les soldats de l'ombre. Les soldats, tout à fait. Tout à fait. Voilà. En tout cas, merci. Hakim. Merci à vous. Voilà. Et ben, mercredi prochain. Inch'Allah, mercredi prochain, pour voir un petit peu tous vos combats sur le terrain, votre combat sur le terrain en général. C'est l'affaire de tous, hein. Oui, le tout à vôtre fait. aussi, le nôtre. Très bien, merci beaucoup Hamid. À très bientôt, donc mercredi prochain. Et quant à vous, je rappelle Myriam ou Yahya, vous êtes chef de cellule contrôle communication, c'est ça, centrale communication, voilà. Au niveau de l'ONA, l'Office national d'assainissement. Et monsieur Salah Lahlal, c'est ça? Oui, vous êtes donc chef département central gestion réseau d'assainissement au niveau de l'ONA. Merci beaucoup d'avoir été nos invités ce matin et de surtout tout ce travail que vous faites en amont. Merci à vous de nous avoir invités. Bon courage. Allez, on va continuer notre émission. Je vous invite à apprécier ces rythmes avec Mehdi des Triana d'Alger. Tu m'as écrit, moi j'ai compris que la mec yabniya وعليك نغني يا غزالي متلوميش عليا. Je suis sincère, mon cœur t'appelle يا نور عينيا. خليتي الدمعة تجري على خديا. حيرتي بالي يا غزالي. حيرتي بالي قلبي مجروح. حيرتي بالي يا غزالي. حيرتي بالي قلبي مجروح. يا amor, mírame como te quiero. Mírame como te quiero. Mírame como te adoro. Mi amor, mírame como te quiero. Mírame como te adoro. Mírame como te quiero. Je suis fidèle, mon cœur t'appelle يا نور عينيا. وعليك نغني يا غزالي متلوميش عليا. Tu m'as écrit, moi j'ai compris كلامك يا بنية. خليتي الدمعة تجري على خديا. حيرتي بالي يا غزالي.
Voilà, pourquoi le choix donc, de cette chanson, pourquoi aussi le choix donc, de l'artiste Mehdi Triana d'Alger qui a toujours chanté espagnol et qui aime bien sûr cette langue, qui a choisi. Nos artistes s'intéressent beaucoup à cette langue espagnole, cette langue vivante. Nous allons en parler sur notre plateau. Monsieur Fodel Belazugui est parmi nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes enseignant donc d'espagnol, professeur d'espagnol. Vous êtes à la retraite en ce moment? À la retraite, oui, effectivement. J'ai enseigné à l'Institut Cervantes et dans les lycées publics en Algérie, à Alger précisément. Oui. Vous avez consacré toute votre carrière à l'enseignement, la transmission de cette langue espagnole et le rayonnement de cette langue espagnole ici en Algérie. Exactement. J'ai consacré pratiquement une quarantaine de vies d'existence dans la diffusion et la culture et la langue espagnole. Tout à fait. Et ça vous a coûté, ça vous a en tout cas procuré une belle distinction, oui, une distinction honorifique, on va dire. Vous avez eu la médaille de l'ordre du mérite civil qui vous a été remise par le roi d'Espagne, Felipe, en fait par son ambassadeur. Oui, accordée par le roi Felipe VI, oui. Sa Majesté Felipe VI, est remise par l'ambassadeur d'Espagne en Algérie, en Algérie, Fernando Morán Carlos Sotelo, le mercredi dernier. Donc ça fait une semaine exactement. Et c'est une distinction rare quand même, qui n'est pas donnée à tout le monde. Effectivement, parce que cette distinction a pour objet de reconnaître les mérites à caractère civil des fonctionnaires espagnols et des étrangers, des personnes étrangères, des personnes de nationalité étrangère pour le travail, pour les services qui ont été prêtés à la nation espagnole, moyennant un travail extraordinaire, des initiatives profitables et une constance exemplaire dans l'accomplissement de leur mission. Et quand ça vous a fait quoi à l'annonce de cette réception de médaille? Quand on vous a dit vous allez recevoir cette médaille? C'est une fierté pour moi et j'ai été comblé, franchement comblé. Vous connaissez l'existence de cette médaille? Bon, auparavant, je ne la connaissais pas. Donc, c'est le directeur de l'Institut Cervantes, Antonio Gil de Carrasco, qui m'a proposé à cette distinction. Donc, il m'a demandé de remettre un curriculum qui a été transmis au Royaume d'Espagne et c'est de là qu'il y a eu l'accord de Felipe VI pour me délivrer cette distinction. En fait, cette langue vous a toujours parlé, vous l'avez aimée dès le début, vous avez fait un cursus bien sûr universitaire, vous avez enseigné ensuite. Vous avez donc comment choisi cette langue? Nous, quand on avait commencé l'espagnol, c'était au lycée El Idrissi. Donc on avait choisi entre l'anglais et l'espagnol. À l'époque, on ne pouvait pas faire les deux en même temps. Oui. On avait un choix, donc on avait fait l'espagnol et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé au collège parce qu'avant, on pouvait faire le collège au lycée. Oui. Donc en quatrième, et j'ai continué. J'ai fait une licence, j'ai fait des stages de recyclage, de perfectionnement en Espagne. Et également, j'ai un diplôme espagnol qui m'a permis d'enseigner à l'Institut Cervantes. Très bien. Voilà. Sans ce diplôme, on ne peut pas enseigner à l'Institut. Et puis c'est une langue vivante qui évolue avec bien entendu ces nouvelles tournures de phrases. La grammaire est très difficile en espagnol, on dit. Exactement. C'est le point le plus délicat de la langue espagnole. C'est la grammaire, mais concernant le lexique et la prononciation, l'espagnol
est une langue à la portée de tout le monde. Surtout qu'il y a des similitudes avec l'arabe, avec l'arabe et le français, évidemment. Oui, oui. Quand on maîtrise les deux langues, le problème ne se pose même pas pour l'apprentissage de cette langue. Évidemment, la langue espagnole a près de 4000 mots d'origine arabe dans sa langue, dans son dictionnaire. Oui. Et même pour la grammaire, par exemple, il y a une similitude en arabe quand il s'agit du sujet. Il est tacite comme en arabe. Et donc, quand je dis hablo espagnol, je parle espagnol. Je ne dis pas yo hablo espagnol parce que yo hablo espagnol, c'est moi je parle espagnol. C'est l'équivalent de ana atakellem. Mais atakellem, hablo. C'est la désinence ou la terminaison qui détermine le sujet. Voilà, exactement comme l'arabe. C'est comme l'arabe, l'équivalent de zamir mustatir. Exactement, bravo en tout cas. On va revoir ensemble cette journée où cette médaille vous a été donc remise. On va voir en image cette belle journée qui va rester chez vous inoubliable, j'imagine. Exactement. Regardons. Señoras y caballeros, en primer lugar quería agradecer a todas las personas aquí presentes por haber honorado. Un beau souvenir et en même temps beaucoup d'émotions, j'imagine, puisque c'est votre travail, c'est des années donc d'apprentissage surtout et d'enseignement, puisque vous l'avez transmis, votre amour donc de la langue, vous l'avez transmis à d'autres élèves pendant des années. Pendant des années, à plusieurs générations. Donc, j'imagine ceux qui nous regardent sans doute, certains de vos élèves vont vous reconnaître et seront très contents de vous revoir. Exactement, notamment les élèves de Cervantes et les élèves du lycée El Mokrani où j'ai passé pratiquement presque toute ma carrière. Oui. Voilà. Et vous les avez revus? Il y en a certains qui ont fait des carrières brillantes et qui vous ont revus? Eh bien oui, je revois des personnes à la radio, à la télévision. Ils me saluent, donc je ne me souviens pas de leur nom, c'est tout. Oui, j'imagine, c'est dur. Avec toutes ces générations que vous avez vues défiler. J'ai enseigné pour le compte du Centre culturel à l'école d'administration, à l'Institut diplomatique des relations internationales. Un peu partout. Exactement. Vous avez travaillé aussi à la radio algérienne, à la radio internationale. Ça a été une belle expérience aussi pour vous. Oui, une très belle expérience. J'ai beaucoup appris avec mes confrères de la radio, des journalistes. Je citerai Toraya Boujma, qui est ancienne, Wahiba, Miri. Oui. Je passais souvent au flash du matin à 11h30, à midi et demi, pardon. C'était le flash de midi et demi. Je suis passé plusieurs fois également au journal avec mes confrères, en compagnie de mes confrères, Abdelali, Sarah, Kahina. Oui. Voilà. C'est en tout cas de beaux souvenirs. Mais si on devait parler aussi du placement aussi de la langue espagnole, le rayonnement de la langue espagnole à travers le monde, elle est bien classée. Je crois qu'elle est 2e, 3e après l'anglais. Bon, il y a actuellement plus de 460 millions qui ont pour langue maternelle l'espagnol, c'est-à-dire la majorité des pays de l'Amérique latine, effectivement. Et en Afrique, il y a un seul pays où la langue officielle est l'espagnol, c'est la Guinée équatoriale. D'accord. Et donc, c'est une langue parlée par 21 pays. 21 pays. Et elle occupe le 3e rang
Par rapport aux langues les plus parlées dans le monde, c'est le mandarin, le chinois qui occupe la première place, suivi de l'anglais. Et tout de suite suivi après par la langue espagnole. Et l'arabe aussi après. Et l'arabe aussi. Je sais que... Donc, mais s'agissant des langues de locuteurs de naissance, des natifs. Le mandarin, donc c'est en première place, hein. Le mandarin. Le mandarin, le chinois, c'est en première place. Il y a plus des milliards de personnes qui parlent le chinois. Et, effectivement. Donc, mais comme langue de communication, l'espagnol occupe la deuxième place par rapport au chinois. Oui, donc, la première langue, c'est toujours l'anglais. Voilà. Et ça ferait donc fort à faire avec toutes ces personnes qui auront appris cette langue et qui pourront s'en servir et servir leur pays aussi par la vocation. Évidemment, parce que non seulement c'est une langue parlée par plusieurs pays d'Amérique, c'est également... on a également un lien étroit, historique et culturel avec l'Espagne, parce qu'il ne faut pas oublier la présence de presque 8 siècles de la civilisation arabo-musulmane en Espagne. Oui. Et la proximité géographique également, parce que si vous voulez, on a Palma à côté à 25 minutes par avion. Et on a également Madrid, Alger, qui est la capitale la plus proche de Madrid, parmi les capitales du monde. Exactement. Alger, c'est la capitale la plus proche de Madrid. Voilà, c'est pourquoi nous avons aussi des mots qui en découlent aussi à travers notre langage espagnol ou arabe. Exactement, c'est-à-dire il y a des emprunts de la langue arabe. L'espagnol a emprunté beaucoup de mots d'origine arabe et eux également, ils nous ont laissé quelques mots, surtout à l'ouest. Oui, surtout à l'ouest. À l'ouest. Ils sont vraiment pas loin. Ils sont pas loin. Donc, ils disent pas comme nous dans le dialecte oranais, ils disent pas claquette ils disent changla, et c'est chancla en espagnol. D'accord. Oui. Elle a plein de mots comme ça. Mario, qui est armario, c'est l'armoire, et énormément de. Bolsa. Bolsa qui veut dire sachet. Ils n'utilisent pas. Cola qui veut dire la chaîne, eh ben, eux, ils ne disent pas je vais faire la chaîne, je vais faire la cola. Le cola. Voilà. C'est exactement des mots qui sont restés très présents dans le dialecte oranais. Eh bien oui, parce qu'il y a eu une présence de presque 3 siècles de l'Espagne à l'ouest. Voilà. Bon, ils n'ont pas pu occuper Alger. Oui. Parce que Alger était bien protégé, ce qu'on appelle Jazer Maharoussa, bien gardé, Exactement. Effectivement, mais les principales villes portuaires ont été occupées par l'Espagne. Voilà. Notamment Oran, voilà. Oran, Béjaïa, Djidjel. Tout à fait. Il n'y avait pas une grande fortification. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir. Monsieur Fodel Belazugui, je rappelle que vous êtes enseignant d'espagnol. Aujourd'hui, vous êtes à la retraite, mais je suppose que vous enseignez toujours quand effectivement. Vous pouvez. Oui. Je donne toujours des cours dans des écoles privées, c'est tout. Très bien. En tout cas, bravo à vous. Merci. Et merci d'avoir été notre invité, parler de votre expérience surtout. C'est moi qui vous remercie. Voilà, à très bientôt. À très bientôt. Restez avec nous, on va suivre tout de suite un reportage, on parlait d'histoire. Eh bien, Rahim Abdelaziz va nous plonger dans son histoire à travers aussi des rencontres, surtout à travers l'histoire et surtout revenir sur les traces archéologiques. Regardez, on se retrouve juste après. À l'extrémité des monts d'Efnaya, au débouché de la Soumam, l'antique cité de Tubusubtu, près de Tiklet, reste enfouie avec ses secrets.
Le site de la ville de Tiklat, antique romaine, qui a été construite vers la fin du 1er siècle par Octave en 27 avant Jésus-Christ. C'est une ville très importante. Il y avait 3 villes construites. Les 3 villes jumelles qui sont Saldaï, Béjaïa, Rezazus, Azfon, ainsi que la ville antique Tiklat. Tiklat, Toubou-Souptou, dans la commune d'Elxer. Vers l'an 26 avant l'ère chrétienne, le roi mort Juba II, sur l'initiative de l'empereur romain Octave, fonda Salda et Tubusuctu. Il ne reste de ces cités antiques que quelques vestiges apparents. C'est une ville importante économiquement. L'installation des Romains dans cet endroit, ça veut dire qu'il y a de l'eau, c'est une source de vie. C'est là qu'ils ont installé leur ville. C'est une ville qui a été fondée par Octave pour les vétérans de la 7e Légion. C'est comme service rendu à l'armée. C'est pour les retraités de l'armée romaine. C'est une ville qui s'étale sur, d'après les informations, sur 25 hectares. Alors que c'est une ville, il y a le plan de protection qui est sorti en 2010. Il est en étude de la 2e phase dans le cadre de la délimitation du site. Un pan du mausolée de Tubusuctu. C'est une ville, heureusement, elle est sous terre, parce que ce qui est resté sur terre, il a été tous pris. Heureusement, en attendant l'étude du plan de protection dans le cadre de faire la délimitation ainsi que les fouilles de cette ville. Des futures recherches permettront sans doute de déterrer l'antique cité de Tubusuctu, enfouie dans les dédales des rives de la Soumam. De retour sur le plateau, je vous l'ai annoncé en sommaire, nous avons le plaisir d'avoir des colombes sur notre plateau. Et pas des moindres, puisque ce sont des colombes qui adorent la route et qui adorent les défis. Ce sont des femmes qui participent à ce rallye qui existe depuis 2003, c'est cela, on me le disait. Et avec nous, nous avons donc celles qui ont remporté le rallye, entre autres des dames qui vont venir nous parler de cette belle expérience. Sarah Aya Zemouli, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Ouais, c'est le mec, ça fait 10 ans que vous participez vous-même. Oui, je fais les sports mécaniques depuis 10 ans. J'ai fait les rallyes nationaux, internationaux. Oui. Je suis passionnée des sports mécaniques, tout ce qui est sport mécanique, auto, moto. Bravo. Chapeau en tout cas. Vous êtes, et pourtant, vous travaillez, vous avez des obligations, vous êtes commissaire aux comptes, c'est cela? Oui, oui. Ben avec une profession pareille, vous arrivez quand même à trouver du temps pour faire une passion. Ça m'aide pour les calculs. Ah, j'imagine. Le rallye, c'est pas seulement beaucoup de calculs, tout à fait. On a aussi d'autres invités. Samira Mesbah, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour votre invitation. Alors vous, ça fait depuis 2014 que vous participez. C'était Alger, Mascara, Oran. Voilà. Alors vous êtes professeur de sciences médico-sociales à Lyon. Oui, tout à fait. Je viens de France. Et vous participez depuis 2014. Oui, mais sous le drapeau algérien. Voilà. Et bien entendu, c'est la passion qui a pris le dessus aujourd'hui. Et vous revenez à chaque édition. Tout à fait. Et puis je viens voir mes parents, donc je suis de Tizi Ouzou, donc de la Grande Kabylie, et je passe en même temps voir la famille. Voilà. Une Tunisienne qui est parmi nous et qui est une des doyennes aussi de ce rallye, hein, depuis 2004, vous participez? Oui, tout à fait. Depuis 2004, je viens pour l'Algérie et pour le rallye aussi. Oui. Enfin, je pense que j'avais beaucoup de chance de venir la première fois, et après je suis devenue amoureuse de l'Algérie. Voilà, on le voit bien, vous avez une carte géographique de l'Algérie, de notre pays. Oui. Ah oui, 1, 2, 3, vive l'Algérie. Franchement, bravo. Vous avez un très joli pays, il est magnifique, on n'a jamais assez de voir le paysage, les gens ils sont très accueillants, c'est vrai qu'ils aiment beaucoup les Tunisiens.
Tunisiens aussi, à ça il faut le dire aussi. On est presque une famille. Mais franchement, vous avez un très très beau pays. J'ai fait toute l'Algérie, j'ai été jusqu'à Ain Temouchen depuis 2004. Donc à chaque fois, je suis émerveillée. Encore une fois, Allah yastur Dzaïr, Allah Inch'Allah énergikum, Inch'Allah beaucoup de chance et beaucoup de réussite pour vous les Algériens. En tout cas, vous vous êtes fait beaucoup d'amis aussi, j'imagine. C'est pas des amis, ça fait partie de la famille maintenant. Hier, on a passé la nuit chez une Colombe. Elle nous a préparé un couscous, je vous dis pas. C'était deux. Différents couscous, hein, qui diffèrent de celui de Tunisie. C'est clair, mais il est aussi bon que le tunisien. Donc c'est Najer, un coucou pour Najer, un coucou pour Abla. Après, ils nous ont emmenés visiter Alger, c'était top de chez top. Un coucou aussi à Leïla qui est là. Qui est en coulisses, Leïla. Qui est en coulisses, Leïla. On a été vraiment très très bien accueillis, ils se sont bien occupés de nous, comme toujours d'ailleurs. Hein, ça n'a pas changé. Par contre, tout ce qui a changé, c'est l'environnement. Je vois qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont merveilleux. Inch'Allah, Rabbi ma'akum, Inch'Allah, Rabbi yastarkum. Merci beaucoup. On va parler de ce parcours. On voit les images d'ailleurs. C'est la 16e édition. C'est pas n'importe quelle édition puisqu'il y a eu donc plusieurs étapes. Il y a eu Alger, Béjaïa, Béjaïa, Betna, Betna, Boussaïda, Boussaïda, Alger. En tout cas, un circuit assez difficile peut-être. Maya, Sarah, vous allez nous en parler? Oui, d'ailleurs là, c'est la numéro 18, c'est ma voiture. Comme par hasard. On n'avait pas fait exprès. Hein. Oui, justement, c'était l'occasion d'essayer une voiture made in Bladi. D'accord. Et pour dire que voilà, on a avancé et avec une voiture made in Bladi, on peut faire le rallye, remporter le rallye. Et le parcours, il était un peu difficile. Il y avait sur l'étape de Alger-Béjaïa, on a passé par des virages, mais bon, on avait de l'adrénaline, mais il y avait de la régularité parce qu'on doit respecter le code de la route. C'est beaucoup de calculs. Hein. Justement, c'est qu'on doit respecter le code de la route, mais en même temps, on a des temps à respecter. Alors, sur la route, on doit rouler, en même temps faire attention et en même temps faire respecter nos moyennes de vitesse. Et c'est ça ce qui est un peu difficile. On vous voit bien sûr à l'arrivée avec vos nombreux trophées. Voilà les trophées. Parlez-nous-en un petit peu, tout ce que vous avez là sur le plateau. Alors j'ai touché aux trois places. J'ai eu pendant la première étape Alger-Béjaïa, j'avais eu la 3e place. Après pour Betna Boussaïda, j'ai eu la 1re place. Et au général, c'est la 2e place. Oui. Voilà. Magnifique. Oui. Magnifique. C'est super déjà. En un rallye, vous avez donc 3 trophées. Oui. Ah oui, mais les trophées là maintenant, ma mère, elle commence à me dire tu dois trouver un endroit pour autre appartement ou une autre parce maison que depuis 10 ans, c'est énorme. C'est énorme, oui, mais bon, c'est valorisant aussi. Oui, c'est valorisant, surtout que de famille, il y a mes frères qui font c'est les champions d'Algérie des échecs, ma soeur c'est la championne d'Algérie de taekwondo. Waouh. Quel trophée, quelle famille. C'est extraordinaire. Oui, alors c'est dans la famille, c'est dans le sang, l'esprit de compétition et tout. Bravo en tout cas. Merci. Alors ces étapes-là vous ont permis, voilà, on vous voit ici, hein, avec votre trophée et notre collègue Dounia Hadjab aussi qui nous a permis de vous recevoir. Aussi sur le plateau. D'ailleurs, on vient de voir le président de la fédération. D'ailleurs, il a pris la fédération il y a quelques mois. On le remercie parce qu'il a trouvé la fédération dans un état. Là, il fait beaucoup d'efforts, de progrès pour mettre à jour la fédération. Et parce que, à vrai dire, le sport mécanique, c'est toujours dans un état n'a pas été encore plus développé. Surtout que les gens, il y a beaucoup de gens qui ignorent qu'il y a des sports mécaniques, qu'il y a les rallyes en Algérie, pourtant on fait les rallyes depuis plus de 12 ans. Et là, on est en train d'essayer d'avancer. Voilà. En tout cas, Samira Msbah va nous en dire un peu plus. Elle qui débute, on va dire, par rapport aux 2 anciennes du rallye.
Oui, allez-y. Alors moi, je voulais vraiment féliciter la fédération parce qu'on s'est amélioré sur beaucoup de points depuis 2014 en tout cas. Alors, ce qui a toujours été très bien au top, c'est la sécurité. Je certifie qu'en Algérie, on a vraiment été suivi, alors même sur tous les parcours. Hein. Les policiers, c'est un nombre, c'est incalculable, le nombre de la sécurité nationale, la gendarmerie, les militaires, c'est impressionnant. Malgré la chaleur. Voilà. Malgré la chaleur. On a vu des policiers à des endroits tout seuls. Et voilà, pareil, au niveau de notre sécurité, chaque traversée d'agglomération, on est vraiment pris en charge par une voiture de police et un motard qui nous permettent de traverser en sécurité l'agglomération. Donc ça, c'est un point très positif. Ça a été le cas sur tous les rallyes que j'ai faits. Là-dessus, c'est un point très positif. Et l'endurance, la fatigue, ça va? Vous tenez Alors, coup non, durant parce les étapes? on se couche très tard. Il y en a beaucoup qui refont les calculs. Beaucoup de souvenirs aussi. Voilà, hein. et les petits déjeuners à 6 h du matin, c'est difficile, donc ça fait très peu d'heures de sommeil. Mais bon, après c'est un plaisir, comme on disait, Samira le disait, au niveau des paysages, voilà. On est sur la route, on calcule, on vérifie notre e-book. C'est dur de regarder après à droite, à gauche. On aimerait bien s'arrêter pour prendre des photos, mais bon, ça reste gravé. Là, la région, là, El Kantara, Biskra, voilà, les paysages étaient magnifiques. Les autres points positifs, je disais, on a de plus en plus de véhicules qui sont de plus en plus neufs. Il y a quelques années, on râlait, nous surtout en France, hein, les équipages de Marseille, Lyon, Paris, on râlait par rapport au kilométrage. Les véhicules étaient avec beaucoup de kilométrage et la plupart des équipes, là j'ai fait 2 réunions à Lyon avant de partir, la plupart des équipages m'ont dit qu'on a des véhicules de plus en plus neufs et avec peu de kilométrage. Et l'autre point, très fort, là j'ai félicité Farid sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a eu des hôtels au début, c'était un peu catastrophique au niveau de l'hygiène, je veux dire, de la qualité de l'hôtel. Et là franchement, on peut dire qu'on ne demandait pas du 5 étoiles, mais au niveau du confort, l'hébergement correct. Alors on peut dire les chaînes, hein, on a été vraiment reçus surtout par la chaîne El Jazeera. On a fait l'hôtel Timimoun, le Gourara, il est magnifique. Quand on a fait l'étape 2016, Alger, Gardaïa, Timimoun. Toutes les Françaises ont vraiment dit, elles ont publié les photos, tout le monde leur disait, c'est pas l'Algérie. C'est une région aussi historique, en fait, très touristique. Donc, à Gardaïa, pareil, on a reçu. Voilà, ça draine toujours du monde, la région de Boussaïda. Et là, Boussaïda, pareil, on a eu un hôtel. Alors, on a une très belle photo, là encore. Qui va pouvoir la commenter? Alors, ça, c'est la photo finale. Ça, c'est la photo finale au podium. Là, on a toutes les colombes. Toutes les colombes. Oui. Toutes des dames aussi sympathiques que vous, pleines de vie et pleines aussi... Avec différentes patients, différents jobs, différents profils, différentes tranches d'âge. Et voilà. La plus jeune? La plus jeune, elle a 20 ans. Elle a 20 ans. Elle a 20 ans. Et la plus âgée? On en a vu celle qui oui, avait je pense. Porsche, oui. Amina? Bravo, Amina, je crois. Amina, Amina, elle est excellente. Elle est vraiment géniale. Magnifique. Donc, sans distinction, en tout cas, ni d'âge, ni de profession. Justement, c'est une aventure humaine. C'est avant tout, c'est une aventure humaine. On rencontre des gens. Moi, j'ai rencontré plein de filles depuis que je fais le rallye. Et ça devient plus que des concurrentes, ça devient des amis, des sœurs. Et ça fait partie de la famille. Vous êtes contente de reprendre l'édition prochaine? Vous vous inscrivez dès la fin du rallye déjà? Oui. D'ailleurs, même, il y a des rencontres qu'on fait. Moi, j'ai rencontré des Canadiennes. Cette année, elles n'ont pas pu le faire. L'année dernière, elles sont venues. Elles sont très sympas. La preuve, maintenant, on a des connaissances un peu partout dans le monde. Et là, notre but, déjà, la 17e édition, elle est déjà en préparation. Et on essaye de cibler plus de monde et d'avoir plus de nationalités pour que le rallye va mieux avancer cette édition des colombes. Vous participez à des rallyes internationaux? Oui. Par exemple? Oui, j'ai participé au rallye Alissa en Tunisie. J'ai remporté la première place. Chez vous, donc? Oui, chez nous. Enfin, il n'y a plus de chez nous et de chez vous. C'est presque le même pays, là. Oui, bien sûr. Oui, et là, on est en train de viser un rallye à Dubaï.
On cherche à représenter au mieux le drapeau algérien. Oui, bien sûr. Et le sport mécanique. Et le sport mécanique. Avant tout, quand on a une passion, c'est pour tout le monde. Il n'y a plus de nationalité. Oui, justement. C'est en fait une passion. C'est une passion et quand on a une passion, on vit pour notre passion. Exactement. On va parler de vos trophées. Allez-y, parlez-nous-en. Alors, donc, on a gagné avec Samira, donc on était en binôme, c'était l'équipage. On a fait comment on disait, unité de Maghreb. Hein, j'avais une amie Fatia qui n'a pas pu se présenter, Samira, donc on a décidé de faire un équipage. Oui, donc on a gagné donc, de Béjaïa à Batna la 3e place et Batna Boussada la 3e place. Également. Oui. Et j'imagine Samira avec son expérience, toute son expérience vous a beaucoup aidé, n'est-ce pas Samira? Absolument. Elle aussi, elle était très réceptive. On a fait vraiment, je pense, une belle équipe. On se comprenait très très bien. La route, moi, je connaissais un petit peu, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de changements au niveau des immeubles et tout ça. Donc, à certains moments, mais après, je lui dis, mais je connais cette route. Elle me dit, mais non, c'est la première fois. Je lui dis, mais non, moi je connais. On a été à Boussarad, à l'hôtel, il a complètement changé. Alors là, bravo, félicitations. Parce que moi, quand j'ai été il y a 5 ou 6 ans, c'était pas ça du tout. Là, l'hôtel, il était magnifique. La route, vraiment superbe. Ce que je disais à Samira, on était en train de monter. C'était la montagne. Et puis on voyait qu'il y avait il n'y avait pas deux chemins qui prenaient la même chose. J'ai dit, attends, là, c'est magnifique. On ne se croirait pas en Algérie, mais les routes, c'est impressionnant. Je voulais juste profiter, si vous permettez, de cette occasion pour remercier énormément la Fédération algérienne des sports mécaniques, Ferid Sanjakeddine, le président également. Un grand merci, un grand bravo pour la sécurité. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut vivre qu'en Algérie. Quand on a de la vitesse et quand on a un motard qui nous ouvre la route, ça, il faut que vous vivez ça parce que c'est grandiose. On faisait des you-you, on était en train de chanter. Et puis le motard qui nous ouvrait la route et on était à 150 km, ça, pour vraiment le sentir, il faut le vivre. Franchement, c'est une belle expérience. Vous avez participé à d'autres rallyes internationales, par exemple? La Tunisie, oui, j'ai participé une fois. Mais et d'autres? Moi, j'aime beaucoup l'Algérie parce que c'est vrai, la Tunisie, oui, bien entendu, c'est bien aussi. Non, il n'y a que l'Algérie et la Tunisie. Mais l'Algérie, parce qu'il y a beaucoup de variations, il y a beaucoup. Je revois mes amis. C'est presque si on rentrait chez soi. Et c'est différent, chaque étape est différente. Elle est complètement différente. Ça vous avez des reliefs un peu différents aussi de là où vous partez. Oui, bien entendu. Je voulais également dire un grand bravo pour la sécurité. Franchement, c'est grandiose. Franchement, moi j'habite dans un pays arabe qui est juste à côté de vous, mais je peux dire que c'est grandiose ce que vous faites par rapport au rallye. À chaque passage, il y a des policiers qui sont là, on fait des klaxons, on fait des oui, ils nous répondent comme ça. Comme elle a dit, sur 53 degrés, les gens, ils sont là pour nous protéger. Alors là, franchement, un chapeau bas. En tout cas, bravo merci beaucoup. Pour toute la sécurité, la DGSN qui a aussi pris part à cette belle fête, on va dire, parce que le rallye, c'est aussi une fête pour accueillir les visiteurs de l'Algérie et puis encourager le tourisme et bien entendu, faire aussi le plaisir des sports mécaniques. Vous, c'est votre propre plaisir. En tout cas, merci mesdames d'avoir été sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Et j'espère que ça va être pour la prochaine année. Inch'Allah. L'année prochaine, le rendez-vous est pris. Vous reviendrez sur notre plateau avec vos trophées, Inch'Allah. Alors, un grand coucou, si vous permettez, pour mes collègues Téléperformance en Tunisie. Je vous embrasse et je vous ramène la coupe. Bravo. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Merci beaucoup, mesdames. Au revoir. Bonne journée à vous et à d'autres succès, Inch'Allah. Moi, je vous dis merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous. On se donne rendez-vous demain à 8h, 9h30, ici à cette bonne place. Au revoir et merci à toute l'équipe. Au revoir. بعد الفوز على كينيا في افتتاح مشواره في كان 2019 المنتخب الوطني والمباراة